Très bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse, cette rencontre avec qui nous sort de la santé, c'est ça, mais il a l'air en bonne forme. Donc, il va nous raconter un peu cette expérience qu'il a eue à vivre ces 6 derniers mois. On remercie aussi la Fondation Al-Karama, Maître Mesli, qui est un habitué de la maison, Monsieur Romig et Madame Crotta, d'avoir pris cette initiative, parce que je crois que c'est intéressant de pouvoir les écouter. Et comme le veut notre tradition, avant de leur donner la parole, je vais leur demander de signer notre petit livre d'or. Voilà. Et puis je leur remets en même temps un petit livre d'exposition de dessinateurs qu'on a fait ce printemps sur les quais. Et ensuite, je vais céder la parole à Madame Crotta qui va modérer cette rencontre de presse. Voilà, je vous laisse alors prendre le relais. Et puis... Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à tout le monde. Comme M. Mettan l'a indiqué, je vais modérer le panel. Et je vais commencer déjà à vous donner un petit descriptif des personnes qui sont là à côté de moi. Je pense que vous les connaissez peut-être de nom. Je vais commencer avec M. Michael Romig, qui est à Al-Karama depuis 2008. Et c'est lui qui a été responsable au sein d'Al-Karama de mener la campagne Free Murad. Donc il va vous parler un petit peu des expériences qu'on a eues, le soutien qui nous a été offert par les autres organisations qui nous entourent aussi. Ensuite, ici à ma droite, Rachid Mesli, qui est le directeur juridique d'Al-Karama, qui va nous donner une petite analyse des implications juridiques qu'ont eu cette affaire, ainsi que peut-être les implications futures. Et finalement, et je pense qu'il n'a pratiquement pas besoin d'introduction, le docteur Mourad Dina va nous parler de ses expériences. Mourad est le directeur exécutif d'Al-Karama, mais il est aussi membre fondateur du mouvement Rachad. Donc je laisserai prendre la parole à la fin. Mais peut-être juste pour mettre un peu de contexte et vous rappeler les faits. Déjà, aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir fêter, je dirais, un événement plutôt positif, la libération de Mourad, mais les représailles contre les défenseurs des droits de l'homme continuent à travers le monde arabe. Juste ce matin, par exemple, j'ai appris qu'un de nos contacts aux Émirats arabes unis, le docteur Rocken, a été arrêté au milieu de la nuit. Dans le contexte d'un groupe d'arrestation d'environ 10 personnes sur les 2-3 derniers jours. Donc, ici, on fait un événement positif, mais il faut se dire qu'on n'est jamais à l'abri de problèmes d'arrestation, de persécution dans le cadre du travail dans la défense des droits de l'homme dans notre région. Donc, juste pour vous mettre en tête les événements qui ont mené à l'affaire Dina. Mourad a été arrêté le 16 janvier à l'aéroport d'Orly quand il était en retour sur Genève. Le 17 janvier, sa détention a été confirmée et une première audience a été mise pour le 15 février. Et à cette première audience, le 15 février, malgré une demande de libération sous caution, le juge a décidé de maintenir Mourad en détention. Et en même temps, ce jour-là, on a aussi annoncé la création du comité de soutien Free Mourad. Et c'est Michael qui va nous en parler un peu plus en détail. Ensuite, le 21 mars, il y a eu la première audience substantielle, c'est-à-dire que l'avocat de Mourad, Maître Comte, a présenté ses arguments, le procureur général aussi. Une deuxième demande de libération conditionnelle a été refusée. Ensuite, le 4 avril, le juge
la juge a demandé un complément d'information des autorités algériennes et a mis la prochaine audience au 6 juin, 2 mois plus tard. Au 6 juin, donc, la juge a annoncé qu'elle avait bien reçu les informations demandées de la part des autorités algériennes et a remis la prochaine audience substantielle au 20 juin. Ensuite, au 20 juin, le vent a tourné. On a pu commencer à avoir un peu d'espoir parce que le procureur général a lui-même admis que le dossier était plein d'incohérences, de lacunes, et il a même lui-même demandé que la demande d'extradition soit refusée. Et ensuite, le 4 juillet, la juge a donc refusé la décision, vu que les deux parties étaient d'accord sur cette question-là, et a demandé la libération immédiate. Et donc Mourad a été ensuite libéré justement le 4 juillet, quelques heures plus tard. Voilà, donc on a eu de la chance. On a été très chanceux au sein d'Al-Karama. Ce n'est pas la première fois qu'un de nos représentants a eu des problèmes de la part des autorités. Notre représentant à Beyrouth, Saadine Chatia, a lui-même aussi souffert de persécutions. Au mois de juillet 2011, un cas a été ouvert contre lui par la justice militaire. Il a été interrogé plusieurs fois, même la première fois pendant 8 heures. Et on a appris au mois de février 2012, heureusement, que la justice militaire avait décidé de fermer le dossier contre lui. Mais c'est juste pour dire que l'affaire de Mourad n'est pas la seule que nous avons eue au sein d'Al-Karama, et je crains que ce ne sera pas la dernière non plus. Et ce n'est pas seulement les représentants et les membres d'Al-Karama qui sont visés, c'est aussi les personnes avec qui nous sommes en contact dans le monde arabe. En ce moment, nous avons remarqué qu'il y a vraiment en Arabie Saoudite une très forte campagne contre les personnes qui nous ont fourni des informations, par exemple. J'ai mentionné les Émirats arabes unis, et c'est pas les seuls pays. C'est vraiment un problème. Cette question des représailles est un gros souci dans le monde arabe et aussi à travers le reste du monde contre les défenseurs des droits de l'homme. Donc pour nous, c'est un thématique clé sur lequel on va continuer de travailler. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai assez parlé. Je vais passer la parole à Michael, qui va nous parler de comment les autres organisations et la société civile nous a soutenus dans le travail sur l'affaire de Mourad. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est clair, dès le début de cette affaire, on a dû réfléchir un petit peu à comment on allait traiter cette chose, comment on allait traiter cette arrestation, et puis on était surpris, il faut le dire, on était surpris que les Français agissent sur une telle demande, mais on a trouvé très, très rapidement qu'il y avait un énorme élan de soutien pour Mourad, autant à l'intérieur d'Al-Karama, qui serait assez normal, on dirait, mais aussi de par les autres organisations, de par les gens qui entouraient sa famille, et même d'endroits qu'on ne pensait pas du tout. Donc, dans les médias, on a vu un changement assez marqué dans la façon dont le cas a été traité. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire, voilà, il y a eu un élan de soutien, et je pense notre campagne qu'on a menée avec un petit groupe on va dire, plus restreint, qu'on a essayé d'organiser quelques actions, était vraiment juste un petit effort pour pousser, mais qu'il y avait vraiment beaucoup de soutien autour de cela qui apportait des actions indépendantes, etc. Donc je vais en souligner quelques-unes qui étaient peut-être importantes. Et bien sûr, il est important de savoir que le but de cette campagne était bien sûr de faire libérer Mourad Dina, mais était aussi de contrer ce qui était le but premier de cette demande d'extradition de la part de l'Algérie. Son but, pour finir, n'était pas vraiment de faire revenir Mourad Dina en Algérie. Son but était de tarnir la réputation de Mourad Dina et d'attaquer, de salir un défenseur des droits de l'homme, quelqu'un qui
est un opposant politique respecté. Et ce but-là, pour contrer cet effort de la part des Algériens, il était clair que nous devions faire de notre mieux, de notre côté, pour montrer le soutien qu'il avait. Et donc c'est clair, notre travail à Al-Karama a commencé avec les procédures spéciales qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Et on les remercie énormément pour le soutien qu'on a eu de leur part. On a très rapidement soumis toutes les informations autant aux procédures spéciales, donc la liberté d'expression, les défenseurs des droits de l'homme, liberté d'assemblée, et ensuite à la haute commissaire directement qui a aussi pris acte de cette situation et qui ont suivi de très près. Moulad dira sûrement quelque chose là-dessus plus tard. Ensuite, on a bien sûr aussi, c'est dans les temps qui courent, important d'avoir quelque chose sur Internet. On a lancé dès le 19 janvier le virtual sit-in, comme on appelle ça. Donc, c'est les photos des gens qui tenaient ce placard Free Moulad, qui a vraiment bien marché au début. On l'a vu très rapidement et s'est lancé. Et on était assez surpris parce que c'est rare que les gens se mettent en avant comme ça avec une photo d'eux-mêmes demandant la libération de quelqu'un, surtout en Algérie. Donc on était très contents de cela. Le 24 janvier, on a eu 11 ONG des droits de l'homme qui ont soumis une lettre au Premier ministre, donc au Premier ministre français, demandant la libération de Moulad Dahina. Le 1er février, nous avons lancé la pétition pour la libération de Moulad Dahina, qui a très vite dépassé les 1000 signatures et qui est maintenant à plus de 2000. Donc on remercie tous ceux aussi qui ont signé ceci. Le 16 février, nous avons aussi lancé, donc, comme l'a dit ma collègue, le comité de soutien, et nous avons envoyé une première copie de cette pétition de 1200 noms au Premier ministre. En mars, on a bénéficié vraiment d'un soutien énorme des ONG. On a eu le 2 mars l'ACAT, donc l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, a lancé une campagne de lettres pour la libération de Moulad Dahina. Le 13, Human Rights Watch a écrit au Premier ministre. Et le 16, Amnesty a écrit de leur part aussi au Premier ministre. Le 17 janvier, je suis resté sur janvier moi. Le 17 mars, donc, on a eu les manifestations mondiales. On a eu des manifestations à Genève, à Paris, à Bruxelles, à Londres, au Caire, à Sanaa, Tunis, Koweït et Tripoli. Et même depuis la Nouvelle-Zélande, il y a eu une campagne de lettres pour donc envoyer des lettres à Moulad Dahina directement en prison pour le soutenir. Le 31 mars, nous avons lancé une petite vidéo qui s'est appelée le zapping de l'affaire Dahina, qui montrait un petit peu tout ce soutien. Le 25 mai, on a lancé une campagne vidéo qui est Moulad Dahina, justement pour montrer un petit peu qui est cette personnalité. Et c'était des gens proches de lui, autour de lui, qui parlaient de qui est cet homme, pas nécessairement en tant que politicien, défenseur des droits de l'homme, mais en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et le 11, on a eu une campagne qui a été lancée par nos collègues de Frontline, qui était très originale, où Moulad Dahina a rejoint en fait une équipe de 11 joueurs pour l'Euro 2012, 11 joueurs qui sont tous des défenseurs des droits de l'homme. Moulad était le numéro 8, donc on a l'attaque, c'est bien. Et voilà, donc ça a amené, on était au 10 juin avec cette campagne-là, et on est arrivé vers le 20 juin justement, où on a vu vraiment, comme disait ma collègue, que le vent a tourné, pour arriver à la fin, le 4 juillet, avec cette décision qu'on est heureux d'avoir eue, bien que ça a quand même duré longtemps. Je pense qu'il est important de souligner que cette campagne et l'élan de soutien qui a été montré de partout, c'est clair que ça a eu je pense, c'est un changement d'image qui peut être important, un changement qu'on a vu à travers les médias, la manière dont Moulad Dahina a été décrit dès le début a changé vers vraiment un opposant
politique. Au début, c'était plus un ancien du fils accusé de terrorisme. À la fin, c'était vraiment, on voyait que c'était plus positif. Et on espère que aussi cette campagne ait pu faire un changement aussi pour ceux qui sont dans une situation similaire, pour les autres défenseurs des droits de l'homme ou opposants politiques algériens, mais du monde arabe, qui se sentent ou qui sont toujours et très souvent attaqués avec des accusations de terrorisme, avec des accusations d'atteinte à la sécurité nationale, et qui sont très souvent condamnés ou arrêtés sur ces charges-là sans aucune preuve. On voit ici qu'un État de droit a bien démontré que ceci est complètement aberrant et que ça ne peut pas être. Donc, je remercie tous ceux qui étaient avec nous dans cette campagne et je passe le mot donc à Noémie Crotin. Merci Michael. Donc j'ai l'honneur maintenant de passer la parole au directeur juridique d'Al-Karama, Rachid Mesli. Rachid. Oui, merci Noémie. Bon, je ne ferai pas d'analyse juridique comme annoncé, car je crains que cela n'intéresse pas grand monde. Je voudrais simplement souligner que dans cette affaire, l'arrestation de Mourad Hina nous a au début assez surpris. Enfin, l'arrestation non, mais le fait qu'une suite soit donnée à la demande d'arrestation provisoire des autorités algériennes, car au vu de son dossier, au vu du mandat d'arrêt qui a été donc produit au dossier par les autorités algériennes, il a été assez étonnant que la justice française ait cru devoir y donner suite, en particulier parce que cette demande n'était pas fondée sur un document légalement acceptable, sans rentrer dans les détails, parce que cette demande était fondée sur un mandat d'arrêt qui ne comportait pas, comme la loi l'exige et comme la convention bilatérale entre la France et l'Algérie l'exige, cette demande ne comportait pas les éléments nécessaires pour qu'une arrestation et des poursuites commencent. La loi française, sans trop rentrer dans les détails, prévoit que toute demande d'extradition doit être fondée sur des faits précis. Ces faits doivent être circonstanciés et ils doivent être datés. Il est normal qu'une personne qui ait commis un crime dans un pays soit poursuivie dans un autre pays. Tous les crimes doivent être poursuivis. C'est ça la règle, mais encore faut-il qu'il y ait un crime. Lorsqu'une personne est responsable d'un assassinat ou d'un vol qualifié ou de tout autre crime, un mandat d'arrêt doit préciser que cette personne a commis un assassinat à tel endroit, à tel moment, avec telle arme, aux dépens de telle victime, et tout ça doit figurer dans un mandat d'arrêt ou le document qui tient lieu d'un mandat d'arrêt. Or, dans l'affaire de Mourad, eh bien, ce mandat d'arrêt comportait de vagues indications selon lesquelles il aurait appartenu à une organisation terroriste en Suisse et à Zurich, puisqu'il précise que c'est en Suisse et à Zurich, et que ces faits se seraient produits entre 97 et 97 et 99 sans autre précision. Un document comme ça, en principe, lorsqu'il arrive devant un parquet, devant un avocat général ou un procureur, il doit tout simplement le rejeter. Et là, nous avons été assez surpris dès le départ que l'avocat général de la Chambre d'instruction de Paris accepte de donner suite à une telle demande de l'Algérie. Voilà. Donc, il est clair que les poursuites, enfin la demande, l'arrestation en elle-même n'était pas fondée, d'autant plus que la loi française précise qu'on ne doit donner aucune suite à une demande lorsqu'on suspecte qu'elle est de nature politique. Or, on ne peut pas ne pas penser que la demande formulée par les autorités algériennes ait un caractère politique,
tout simplement parce que, tout d'abord, l'affaire pour laquelle il a été poursuivi a fait l'objet d'un acquittement du principal accusé dans cette affaire qui était détenu en Algérie. Cette personne a été acquittée en 2005 et on ne voit pas très bien comment, lorsqu'un auteur principal d'une infraction est acquitté, un vague complice puisse être poursuivi à raison des mêmes faits. Donc il était clair dès le départ que cette arrestation avait un caractère politique et que de ce chef, elle aurait dû être rejetée. Voilà. Je voudrais aussi simplement rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de l'adoption du statut de Rome. C'est un événement qui est passé assez inaperçu et on ne peut pas non plus nous empêcher de relever que malheureusement, on ne peut que remarquer le peu d'empressement que beaucoup d'États qui sont partis à ce statut mettent pour le mettre en œuvre et mettent pour engager des poursuites contre les véritables auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui souvent, comme vous le savez, se promènent en toute liberté dans des pays comme la France ou d'autres pays européens. Donc, personne non plus ne s'est empêché de remarquer que le jour du délibéré du jugement d'acquittement, enfin du jugement de rejet de la demande concernant Mourad Dina, un présumé auteur de crimes contre l'humanité rwandais qui faisait l'objet d'une demande d'extradition du Rwanda pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, s'est présenté en prévenu libre devant le tribunal, alors que l'accusation dont il faisait l'objet était autrement plus grave que celle dont faisait l'objet Mourad Dina. Donc, beaucoup de gens qui étaient présents à cette audience n'ont donc pas manqué de relever ce fait. Voilà. Je voudrais simplement ajouter très brièvement que en matière d'extradition et de demande d'arrestation, lorsque ces demandes sont formulées devant des pays, devant des démocraties des pays européens, en principe, ces pays devraient être beaucoup plus regardants sur la nature des régimes qui émettent ce genre de demande d'arrestation et de demande de mandat de poursuite. Et il devrait même, à mon sens, exister une présomption de caractère politique de telles demandes lorsqu'elles sont formulées par des pays qui sont connus pour être des pays qui violent les droits de l'homme et qui sont connus pour être des pays où il n'y a pas de démocratie et en tout cas où il n'y a pas de justice indépendante. Voilà, je vous remercie. Merci Rachid. Alors, finalement, le moment que vous avez tous attendu, j'imagine, je vais passer la parole au docteur Mourad Dina pour nous parler de ses expériences. Écoutez, quand j'ai été arrêté le 16 janvier, donc j'avais plusieurs options sur la table, entre autres celle d'avoir au moins l'avantage d'avoir un billet gratuit pour Alger. Je l'avais accepté et je l'avais dit même le premier jour, donc dans ma comparution devant l'avocat général, j'ai dit écoutez, moi, c'est pas éviter d'aller en Algérie qui me tourmente, quelle que soit l'issue de votre décision, mais c'est plutôt que continuer à mener mon combat. Donc, entre autres options aussi, j'avais bien sûr des perspectives plus réjouissantes sur un plan personnel, c'était de me retrouver encore une fois pour un moment au moins en Suisse et d'avoir l'occasion donc de saluer surtout celles et ceux qui m'ont soutenu. Et il y en a tellement que j'ai été vraiment touché par cet élan. Bien sûr, des collègues de travail, des partenaires dans le travail, comme nos amis du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, des amis, des anonymes,
des personnes dans la ville où je vis, à Meyrin, que ce soit des associations, les autorités de la ville, et il y en a plein d'autres, j'en oublie certainement. Et je tiens particulièrement à les remercier parce que je me suis toujours posé la question de dire qu'aurais-je fait si j'avais été par exemple le conseiller administratif de la ville de Meyrin ou une personne qui travaille au commissariat des droits de l'homme, une personne qui est à Amnesty, en entendant parler de quelqu'un qui est accusé de choses aussi graves, aussi immondes, parce qu'il n'y allait pas avec le dos de la cuillère en Algérie, et que ces gens-là aient quand même vraiment ce sursaut pour dire « bon, moi je vais appuyer cette personne ». Et donc c'est toujours beaucoup plus facile de soutenir, je vais caricaturer, une femme qui est persécutée en Birmanie, en Égypte, en Arabie Saoudite pour des causes qui sont nobles, hein, je ne sais pas pour diminuer leur action, mais ce sont des causes, j'allais dire, évidentes et qu'il faut bien sûr soutenir. Mais quand vous avez quelqu'un, donc Algérie, donc il y a plein de choses qui se font dans les coulisses, accusé de tous les mots, enfin les mots MAUX, en premier lieu le mot clé, cette fois MOT, terrorisme, islamisme. Ce type a rejoint le fils après l'interruption des élections. Il a osé dire des choses inacceptables et je pourrais en discuter après avec vous. C'était quand même dur à concevoir. Et puis je sais aussi qu'avec diverses ONG, même l'ONG que j'ai rejoint pour le combat pour les droits de l'homme est assez atypique. C'est une ONG qui est formée par des Arabes, j'utilise des termes crus, pardonnez-moi, qui osent parler de droits de l'homme, qui viennent de pays complètement bizarres, on ne sait pas très bien comment ils se comportent, opposants, gouvernants et tout le monde, hein, donc c'est des choses qui ne sont pas claires. Et je vous assure que ça n'a pas été facile de faire ce cheminement-là. Hein. Donc, par contre, nous, nos buts, et je l'ai dit à beaucoup, dont certains dans cette salle, j'ai dit que le jour où moi, personnellement, j'ai choisi un combat, j'avais une règle d'or, c'est-à-dire celle de pouvoir dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si on est encore vivant, de regarder la personne dans les yeux et dire que pour tout ce que j'ai fait, je suis encore en mesure de vous dire droit dans les yeux, je l'ai fait, et je l'ai fait pour une cause noble, ce qui n'est pas toujours compréhensible, parce que les circonstances sont tellement contraignantes des fois que dans des situations données, on se permet, surtout dans ce domaine des droits de l'homme, de dire, bon, il faut faire ça, ne pas faire ça, défendre un tel, ne pas un autre. Et nous avons tiré des enseignements en ce qui concerne le travail, par exemple, qu'on fait chez Al-Karama, on a choisi des domaines qui nous paraissaient les plus graves du point de vue violation dans les pays arabes, notamment sur lesquels on travaille, exécution sommaire, extrajudiciaire, torture, détention arbitraire, parce que ça nous paraissait être les problèmes les plus graves dans ces pays. Et bien sûr, le temps nous a donné raison, parce que maintenant, c'est plus facile de le dire qu'il y a eu des révolutions contre Ben Ali, Moubarak, etc. Mais il y a 2 ans ou 3 ans, c'était quelque chose d'assez tabou. Mais enfin, oui, il y a toujours des barbus qui égorgent des femmes dans ces pays, etc. C'est l'image qu'on essaie d'entretenir. Non pas dire qu'il n'y en a pas, il y a, ces choses-là existent dans ces pays. Mais ce n'est pas le fond du problème. On ne peut pas guérir un cancer en mettant un petit bout de sparadrap sur le bras d'une personne. Donc on avait bien choisi nos priorités, et que ça paraissait, je vous le dis honnêtement, donc on discutait avec certains de mes collègues, même avec d'autres ONG, ça paraissait assez louche, parce qu'on n'était pas dans le politiquement correct et admis chez même certaines grandes ONG, où il fallait parler de certaines choses, peut-être pas d'autres. Et nous, on avait donc choisi et les principes sur lesquels on voulait travailler, et aussi les méthodes qu'on voulait mettre en œuvre. Donc, des méthodes auxquelles personne ne croyait, et les buts étaient assez lointains. On voulait vraiment redonner espoir dans ces pays-là à des victimes des violations des droits de l'homme. Parce que les gens ne se rendent pas compte que dans ces pays, il y a quelques années, parler des droits de l'homme, à part une petite élite que je qualifiais assez liée aux pays occidentaux, la masse populaire ne croyait plus en ces choses-là. C'était pour eux des luxes dont vous pouvez se permettre de parler des Occidentaux, mais qui ne concernaient en rien des pauvres torturés par milliers, par dizaines de milliers en Arabie Saoudite, en Algérie, en Égypte, et que ces gens-là n'y croyaient plus. Al-Karama s'était donné pour but de redonner confiance en ces gens-là,
quelle que soit votre religion, votre race, votre pays, il y a un socle minimum de respect des droits de l'homme que les gens doivent partager. Et ceci, ça n'a pas été facile à entamer cette discussion. Mais avec un travail acharné de beaucoup de gens, il y en a qui ont été, parmi Al-Karama, détenus dans des pays arabes. Il y en a d'autres qui sont suisses nés en Nouvelle-Zélande. Il y en a d'autres qui sont officiers de l'armée suisse. Enfin, et avec tout ce monde, on a pu discuter d'une manière tout à fait transparente pour dire qu'on peut travailler. Et je pense que sur ce plan, Al-Karama reste une réussite complètement considérable. Bien sûr, je me permets de le dire, je suis membre de cette organisation, mais avec même un peu de recul, je pense qu'on a pu donc remettre cette notion d'espoir dans les droits de l'homme dans les pays concernés. Donc on a des relations très intimes avec des victimes qui nous parlent de leurs craintes, de leurs souffrances. On a des gens comme, par exemple, celui qu'a cité Noémie au début, Rokn, en Arabie, aux Émirats arabes, qui a été arrêté à 2 heures du matin. On le savait tout de suite, parce que les gens ont confiance en cette organisation. Et aussi notre grande force, je dois le dire, c'est que, quoi qu'on dise, on a pu montrer 2 choses, je pense. C'est d'un côté notre insistance et notre acharnement, et mes collègues le savent, hein, donc je peux jeter des petites fleurs, pas à Rachid, parce que bon, il est d'une génération qui doit faire ça, mais des gens comme Noémie et Mike, moi ça m'a toujours ému de les voir des fois à 10 heures du soir, 11 heures du soir, et tous leurs collègues qui sont ici présents, en train de travailler pour ce genre de cause. Et en toute liberté, en toute conscience, ça a créé des liens très forts avec ces victimes, et aussi avec les organes de l'ONU. On est fiers d'être, par exemple, je crois, enfin, ils ne vont pas me démentir, d'être l'une des ONG qui travaille peut-être le plus avec ces procédures, ces organes de traité, le comité des droits de l'homme, contre la torture, etc. Et on a insisté pour que notre travail soit d'un côté professionnel inattaquable. Parce que je ne vous cache pas qu'au début, certaines ONG nous disaient « Ah, Al-Karama, c'est une organisation qui défend que les islamistes, qui ne défend que des opposants acharnés, etc. » On a laissé faire. Et puis les gens se rendent compte. Oui, il y a des vérités qui sont là. Quand vous allez en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, eh ben, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que peut-être, sous une certaine appellation, la majorité des victimes sont de ce bord-là. Par contre, notre engagement au sein d'Al-Karama, ça a été de défendre tout le monde, quelle que soit sa religion, sa race, son attachement politique, s'il y a violation avérée, prouvée, sur laquelle on pouvait, donc sur les mêmes niveaux de standards. C'est-à-dire, on ne va pas dire que celui-là, on va y aller facilement, mais celui-là, parce qu'il n'est pas de ce bord-là, on va laisser faire. Et je pense qu'on a été honoré, par exemple, de défendre des victimes dont personne n'avait entendu parler dans d'autres domaines. On a été honoré de défendre, par exemple, une famille juive au Yémen, parce qu'un officier yéménite, disons, dans les événements de Gaza, avait cru bien faire en allant dire à une famille juive, vous sortez de chez vous, et puis il a tiré sur le mari, qui avait donc le père de famille. Et ça, Al-Karama était, je pense, l'organisation qui a soumis son cas sur le champ. C'était avéré, c'était prouvé. On en a des dizaines d'autres cas, hein, donc de nombreuses confessions, et petit à petit, je pense qu'Al-Karama a pu s'imposer comme étant défendant toutes les victimes, parce que c'est un petit peu le titre de notre organisation. Al-Karama veut dire dignité, et nous pensons que toute personne a droit à cette dignité. Alors, j'ai préféré parler de l'organisation que de moi-même. Et puis il y a Noémie qui me contrôle toujours avec son timing, parce que je pense que ce que j'ai vécu, moi, je veux dire tout de suite, ça a été enrichissant. Oui, une détention peut être enrichissante, hein, ça peut. Elle a été sévère, donc je n'ai pas eu droit à un traitement de faveur. J'ai tout vu, donc tout ce que voit un prisonnier normal dans une prison ancienne avec un système carcéral assez rigide. Je crois quand même que j'ai eu le privilège de ne pas être dans une prison égyptienne ou saoudienne ou marocaine ou je ne sais quoi. Vous remarquerez aussi que chez Al-Karama, nous n'avons pas de frontières entre les pays arabes.
parce que certains osent, ceux qui travaillent sur le Maroc ne travailleraient pas sur l'Algérie parce que voilà, ceux qui travaillent pour l'Algérie n'osent pas toucher l'Égypte parce que blabla, et ne parlent pas de l'Arabie Saoudite. Nous avons malheureusement, enfin je le dis, on aurait bien aimé trouver aujourd'hui un pays arabe où on dirait tiens celui-là il est un modèle. Non, sur ce plan je pense que ils sont aussi mauvais les uns que les autres. Et nous avons donc des champions, bien sûr, Arabie Saoudite, Égypte, même aujourd'hui avec le changement, il faut le dire. Nous suivons très attentivement sur le terrain ce qui se passe en Libye. Autant on était contre, bien sûr, le régime d'Al-Kadhafi, que maintenant on est présent sur le terrain pour voir ce que feront les autres, parce que vous savez très bien le syndrome de l'opprimé, qu'une fois qu'il est aux commandes, des fois il utilise les méthodes de celui qui l'oppressait. Donc ça arrive malheureusement souvent parce que bon, il a les choses en main. Donc moi, ce que j'ai vécu, donc c'est comparativement, c'était bien sûr beaucoup moins contraignant, mais ça m'a permis quand même de comprendre un petit peu ce qui passe dans la tête d'un prisonnier, de voir aussi ce qui se passe dans un pays européen. Donc il y a c'est pas toujours l'Eldorado, même dans un grand pays des droits de l'homme. La France, c'est quand même pas la Libye de Kadhafi, mais on voit qu'il y a aussi quand même des choses qui vont pas au niveau des droits de l'homme, au niveau du système carcéral, et ça a été enrichissant pour moi. Et donc j'espère que j'aurai la chance encore une fois de travailler avec mes collègues pour continuer notre combat, donc sans complaisance, mais aussi sans faire plus que ce qu'il nous faut, mais toujours dans la transparence et aussi dans ce qui aiderait surtout les victimes dans ce pays. Donc je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Mourad. Plutôt que de commenter ce qui a été dit, je préfère ouvrir déjà aux questions, parce que je pense que vous en avez. Comme ça, je vous donne... on a environ 20 minutes pour des questions, et après, on sera bien sûr disponible pour répondre dans des interviews one-on-one, si jamais. Donc, est-ce que il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pourquoi vous êtes rendu en France, sachant qu'il y avait un mandat international contre vous et que là, vous soyez forcément à risque? Vous allez vous faire arrêter. Je crois que sur ce plan, j'en prendrai aussi dans le futur, donc des risques. J'en prendrai. Si j'avais voulu une autre vie, je crois que, bon, en toute modestie, j'aurais pu mener depuis plus de 20 ans une autre vie et puis vivre dans mon cocon à l'aise, etc. J'avais besoin pour ma cause d'aller dans ce pays. Je l'ai fait en toute légalité. Maintenant, il faut poser la question, comme m'a dit mon collègue Rachid tout à l'heure, aux autorités françaises, pourquoi elles ont donné suite à ce mandat. Les autorités suisses, à ma connaissance, n'y ont pas donné suite. D'autres pays n'y ont pas donné suite. Bon, je ne suis pas du genre aussi à vouloir attaquer le gouvernement français, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit à l'époque, Sarkozy, etc. Franchement, bon, ou bien ça a été bien fait au niveau français, j'ai jamais senti directement un côté envahissant sur le plan politique, mais moi, je le répète encore, que j'avais besoin d'aller en France. J'y suis allé en toute légalité aussi, en toute transparence. Donc, je suis pas allé à vélo à Paris par des petits chemins. Je suis allé par la chose. Je sais aussi que la police française le savait. Donc, dès c'est aussi des faits. Le 12 janvier, donc 4 jours avant mon arrestation, la police suisse, c'est un lapsus, la police française, par le biais la direction centrale du renseignement intérieur, donc qui maintenant, les services de sécurité français, avait envoyé une note aux autorités algériennes disant que est-ce que la demande d'arrestation de M. Dina est toujours à l'ordre du jour. Et les Algériens ont répondu dans l'heure qui suit, dit oui, allez-y. Donc bon, ils n'auront pas dit que je venais. Donc c'était pas sorcier, donc j'ai enregistré un billet d'avion en mon nom, il y a des petites lumières qui s'allument quelque part dans ce genre de situation. Donc les Français le savaient, ils avaient le dispositif pour m'arrêter, et donc les Algériens ont confirmé, donc ils voulaient m'arrêter, et ils sont venus le faire à mon retour vers Genève, d'une façon, je dirais, assez correcte, mais assez ferme. Mais en ce qui me concerne, je le dis, moi, ça a été mon combat
J'essaie, je pense que l'avoir fait depuis toujours dans la légalité, encore avec ce souci de pouvoir regarder tout le monde, quel que soit le futur, sans avoir à en rougir. Enfin, je ne veux pas trouver quelqu'un qui me dise « Ah, moi, je t'ai attrapé la main dans le sac ». Et je suis allé à Paris sans arrière-pensée. Maintenant, bon, c'était aussi un problème pour les Français, enfin pour la police française, et puis bon, ils l'ont géré comme à leur façon. Je n'ai ni à me plaindre, ni à leur jeter des fleurs. Je crois qu'ils ont fait leur travail, bon, à eux de le faire, mais ce n'était pas mon souci à moi. Oui, alors juste, si vous pouvez mettre votre micro et puis vous annoncer, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, Céline Dune du Temps. Vous vous étiez déjà rendu en France auparavant. Pourquoi, selon vous, votre arrestation a eu lieu à ce moment-là? C'est exactement ce que je viens de dire. Les autres fois, j'y allais des fois en voiture ou je ne pense pas avoir un radar sur ma tête qui me suit tout le temps. Bon, je ne jure de rien, mais bon, je pense que cette interpellation a eu lieu à ce moment-là pour des raisons de convenance, je dirais entre guillemets, pratique policière. Ça a été plus facile pour eux de me localiser, de me suivre peut-être, et qu'ils avaient eu la confirmation. Ça, je l'ai vu. Enfin, ces échanges entre la police française, c'est des choses écrites, répertoriées. C'est pas des ragots de coulisses. Donc, et les Algériens ont fait un travail, enfin, assez rapide pour confirmer la demande d'arrestation. Et aussi pour, une fois que j'ai été arrêté, parce que la police suisse a encore demandé une nouvelle confirmation pour dire que M. Dina est chez nous, vous le voulez bien. Et ils ont répondu que dans les 2 heures. Donc, enfin, c'était pendant la garde à vue. Moi, c'était un va-et-vient qui montrait la chose. Mais je crois auparavant, ils ne l'ont pas fait. Je crois que c'était juste une question de souricière policière, ou je ne sais quoi, enfin, pour traquer puis localiser. Mais voilà. Sophie Nedjar, Courrier. Si je ne m'abuse, la décision d'extradition est rendue par le Premier ministre en France. Alors sur ce plan, je suis peut-être plus expert que mon collègue Rachid. J'ai pas fait droit. Alors la procédure en France est basée bien sûr, il y a un côté français de la législation française sur certaines normes qu'a cité Rachid tout à l'heure, mais il y a une convention d'extradition entre l'Algérie et la France qui date de 1964. Et donc la procédure se déroule de la façon suivante. Donc les Algériens donc ça va dans un sens ou dans un autre. Aucun pays n'extrade ses nationaux, donc un Français n'est pas extradé en Algérie, un Algérien n'est pas extradé en France, quel que soit ce qui lui est reproché. Les autorités du pays demandeur doivent fournir un dossier dans un certain délai qui peut être prolongé. Donc en général c'est 30 jours, mais des fois exceptionnellement, bon, je crois que pour moi on a bien tiré sur la ficelle de façon que... Je crois que les Algériens cherchaient à ce que je reste plus longtemps à Paris, donc en prison bien sûr. Et une fois qu'il y a une décision, en fait la Cour émet ce qu'on appelle un avis. Donc ce n'est pas une décision de justice exécutoire. Alors si l'avis est défavorable à l'extradition ne peut pas avoir lieu. Donc c'est fini, vous êtes libéré, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Si l'avis est favorable, c'est-à-dire que la Cour estime que les conditions légales, etc., sont réunies, donc le dossier est soumis au garde des Sceaux, qui à son tour émet un avis, qui le présente au Premier ministre, qui doit promulguer je crois que c'est un décret ou un décret d'extradition. Mais ça, c'est seulement si la Cour a accordé un avis favorable. Donc dans mon cas, c'était vraiment bien avant. Et je dirais même que c'était bien avant l'avis de la Cour, c'était au niveau de l'avis du procureur. Je crois que comme l'ont mentionné mes collègues, il a eu des mots extrêmement durs envers la justice, entre guillemets, algérienne, parce que bon, on appelle ça justice, mais... Et lui, il a été vraiment, donc il est allé très loin dans ses... Ouais, il les a tournés en dérision, et puis c'était lui qui dit « moi je m'oppose », donc alors qu'il était censé appuyer la demande d'extradition. Oui, parce qu'en fait, la deuxième partie de ma question, c'était que quand même pendant toute cette période, pendant toute cette procédure, il y a eu un changement de gouvernement et un changement de parti au pouvoir.
quel lien on peut faire entre la politique de la France face à l'Algérie, votre cas et ce changement politique. Le domaine politique, j'en parle trop, donc je vais essayer de ne pas trop m'y plonger cette fois. Écoutez, franchement, de ce que moi j'ai vu en tant que détenu, dans mes contacts avec, même avec les services français, donc c'était une atmosphère, je dirais, très glaciale. Bien sûr, ils cherchent toujours à discuter d'autres choses. Moi, j'ai mis un mur en béton, j'ai dit on parle de l'extradition. Je ne parlerai jamais de la politique algérienne en France, pour des raisons politiques. Ça, c'est pas... Et donc, depuis ce moment-là, c'était qu'il n'y avait plus aucune relation. Et de ce que moi j'ai vu dans toute la procédure, l'arrestation, présentation devant le procureur, devant les juges, relation avec les surveillants des prisons, je n'ai à aucun moment senti une interférence politique. Donc, je dois le dire, enfin, de façon pour être honnête. Alors, ce qui a pu se passer, c'est sûr que, par exemple, le parquet, donc le procureur général, dépend du ministre de la Justice, de garde des Sceaux français, et que, bon, qu'il le veuille ou pas, il est soumis à l'autorité, donc à l'exécutif, l'autorité politique. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, je ne le sais pas. Mais, donc, à mon niveau, moi, je n'ai jamais ressenti ça, et je ne vous cache pas que j'ai vraiment tout fait, et puis je m'en réjouis que l'affaire se soit traitée au niveau d'une cour de la chambre d'instruction d'un tribunal parisien. Donc je ne voulais absolument pas qu'il y ait une quelconque interférence. L'histoire algéro-française est tellement marquée de choses belles et moins belles que je ne voulais pas, me retrouver dans cette situation. Voilà. Donc, alors, qu'il y ait eu des choses à mon insu, ça, je ne cherche même pas à le savoir. Mohamed Cherif, Suisse Info. Maintenant qu'il y a eu ce dénouement, est-ce que vous allez l'exploiter pour contrer les accusations faites en Algérie? Est-ce que, d'un point de vue juridique, il y a une possibilité d'utiliser cela pour contrer les accusations en Algérie? Deuxième question, est-ce que pendant votre arrestation, la Suisse a été mêlée d'une façon ou d'une autre, consultée ou autre? Merci bien. La deuxième partie, donc bien sûr, moi j'ai personnellement tenu à ce que les autorités suisses soient informées dès les premières heures, enfin dès que j'ai pu. Donc sur ce plan, d'abord parce que les autorités suisses me connaissent depuis assez longtemps, je vis ici, ils connaissent plusieurs choses sur moi, et que je pense que leur réponse, leur attitude a été d'abord, je dirais, en ce qui me concerne, très correcte, mais ce n'est pas parce que ça me fait plaisir. Je dirais qu'elle a porté le label suisse, donc ça a été professionnel, sans en faire trop. Et puis, parce que bon, c'est sûr que c'est une procédure qui reste juridique en France. Mais sur le plan, je dirais, du soutien, ce que j'appellerais autorité, le plus grand soutien sur un plan, je dirais, visible, ça a été au niveau de la commune où je vis. Donc j'ai eu un soutien avec une lettre dont j'ai remercié les autorités communales adressée au procureur. Pour le reste, c'était bien sûr les autorités policières suisses étaient informées de la situation. Donc la justice suisse aussi, qui avait produit aussi un document qui a été remis au procureur français disant que qu'il y a eu des enquêtes, etc., menées sur M. Dina depuis qu'il est ici, et que donc il n'y a eu aucune suite qui n'a été donnée à ces enquêtes sur un plan juridique. Donc c'était aussi très important pour moi d'avoir ce témoignage de leur part. Maintenant, pour ce qui se passe ou qui se passera en Algérie, moi, le premier mot que j'ai dit au procureur et au juge, enfin à la présidente de la Cour en France, c'est que en Algérie, le droit, terme que j'ai utilisé plusieurs fois, le droit, c'est une chose toute simple. Il est utilisé comme une ruse de la force. C'est-à-dire que quand on veut attaquer quelqu'un, il y a l'officier des services ou le pouvoir en place qui prend son téléphone, ça se passe comme ça, donc d'une façon claire et nette, qui appelle un juge ou un procureur, il dit « celui-là, moi je veux le boucler pour tant d'années, alors faites le nécessaire ». Et c'est au juge de se débrouiller, parce que c'est lui qui doit rédiger, qui doit trouver des... Voilà. Et donc
j'ai utilisé le mot honte devant la Cour française parce que quand je vais rendre public cet arrêt de la Cour d'Alger, hein, parce qu'il faut le lire pour voir. J'ai presque eu pitié de ce juge-là. J'ai dit, écoutez, si vous vouliez vraiment m'attaquer, je vous aurais presque à la limite aidé à le faire. Enfin, on peut le faire d'une façon plus intelligente. Mais à ce niveau-là de médiocrité, moi, je l'ai dit devant la juge. Autant que personnellement, ça me soulageait, parce que bon, on ne peut pas parler dans un pays de droit, dans un état de droit en France, et le procureur l'a noté d'une façon à la limite du correct, hein, parce qu'il y est allé avec des moqueries, hein, des moqueries de la justice algérienne. C'est quoi ce procureur qui ne sait même pas que Zurich est en Suisse? C'est quoi cette enquête? Vous voyez, c'est du n'importe quoi, c'est ubuesque. Vous voyez, c'était... Alors, moi, sur un plan personnel, en tant qu'Algérien, je ne vous cache pas que ça m'a fait mal au cœur, parce que je suis Algérien, et que ce n'est pas parce que j'ai un pouvoir complètement dévoyé que je dois me réjouir que, oui, ça m'arrange, parce qu'en fin de compte, ben voilà, et je ne vous cache pas que j'ai cru sentir, c'est un petit peu cette spécificité algéro-française, que presque quelque part, certains disaient, ben, voilà, 50 ans après votre indépendance, voilà, vous êtes les malins, hein, donc, et ça fait mal au cœur. Moi, je suis algérien, je suis profondément amoureux de mon pays, et ça m'a blessé. Puis j'avais demandé devant l'audience, est-ce qu'il y a un représentant de ce pouvoir? Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir algérien était censé envoyer un représentant pour défendre ses intérêts devant une cour. Et ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus, et pour cause. Donc, alors, pourquoi vous répondez à cette question, est-ce que je vais faire quelque chose? Ben oui, je vais faire quelque chose en Algérie. C'est en fait enlever ce pouvoir qui a mis en place cette justice. C'est tout. Je le dis depuis 20 ans et je le redirai jusqu'à ce que je ne pourrai plus parler, c'est tout. Mais là, la solution, elle est claire. Parce que, voilà. Parce que même si je fais face à ce juge, le pauvre, il va pas savoir quoi dire, ce juge. Donc c'est cette instrumentalisation criarde qui dépasse toute le... On travaille sur beaucoup de pays. Alors, vous comparez par exemple un juge algérien, enfin on a vu des cas par exemple en Égypte, il y avait de l'arbitraire, il y avait mais à ce niveau-là de décadence juridique, si le terme veut dire quelque chose, c'est quand même un record. Donc, et puis là, donc malheureusement, donc c'est carrément en amont qu'il va falloir travailler. Il reste encore une question. J'en prie, c'était la présidente. Oui, c'est encore une question un peu politique, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Quand vous avez été arrêté, c'était en Algérie, la campagne pour les élections aussi. Donc, étant donné ce que vous venez de dire, on peut se poser la question de savoir ce que ça pouvait apporter dans la campagne législative. C'est clair que moi, ma position sur ces élections, enfin, j'aurais bien aimé qu'il y ait des élections. Bon, mais à part Mme Clinton, il y a quelques représentants, une centaine de l'Union européenne qui ont dit à mi-mot que c'était un bon processus. Bon, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent comment et pourquoi. Bon, on ne peut pas parler d'élections dans ce pays. Donc, moi, ma position, c'est qu'on est loin de pouvoir organiser des élections. Mais vous voyez, même dans certains pays qui n'ont pas connu d'élections depuis toute leur histoire, comme la Libye, avec tous les problèmes qu'ils ont, cette guerre quasiment civile, on a pu voir des élections, quoi qu'on en dise. Hein, et puis, en Algérie, on est encore loin de là. Donc, mais... Je peux préciser ma question? Oui, ça c'est bien clair, mais enfin il y a quand même un processus de légitimation du pouvoir en place, même s'il est en place et que les élections ne sont pas des élections libres. Notamment, il y a eu à votre encontre une pétition qui a été publiée contre vous. Et ça c'est ma question c'était de savoir est-ce que ça a été de quelle manière est-ce que ça a été instrumentalisé dans la campagne entre guillemets, si vous préférez. Bon, franchement, je ne peux pas parler pour ce que visait le pouvoir. Bon, une pétition contre moi, ça, j'y suis habitué, hein, donc je suis
Je crois que j'ai même un nom qui circulait chez certains services il y a quelques années, on m'appelait le diable. Donc je ne vous cache pas que ça me... avec le temps, ces choses-là, on les ignore, et puis quand on en fait trop, ça se retourne, c'est comme un boomerang, hein, quand vous dites à longueur de journée, celui-là, c'est là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. En ce qui concerne l'Algérie, par exemple, hein, donc, en prenant l'accusation la plus, c'est un terroriste, soutien groupe armé, etc. Moi, ma réponse au régime algérien, c'est qu'écoutez, bon, il y a des gens qui ont pris les armes contre vous, enfin, ils étaient avec vous, je ne sais pas quoi, c'est tout un magma là-bas, et c'est eux qui font campagne pour Bouteflika en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remis en cause certaines choses du pouvoir algérien. Ce ne sont pas les actes, mais ce que vous demandez. Alors, moi, j'ai lu il y a de nombreuses années, je ne comprenais pas très bien certaines choses, et avec le temps, on les comprend. Dans notre combat pour les droits de l'homme, vous savez que, par exemple, dans le document fondateur, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on lisait tous entre nous, et il est important, enfin, dans le préambule, je vous invite à le voir, que les droits de l'homme soient respectés, etc. Parce que sinon, en dernier recours, si les gens ne bénéficient pas de leurs droits de l'homme, ils seront poussés à la rébellion. Ça, c'est les documents fondateurs des droits de l'homme. Alors bon, que veut dire se rebeller, hein? Et c'est ce qui se passe. Et puis j'ai eu la chance de lire d'autres personnes. Enfin, j'ai lu en long et large ce qu'avait vécu quelqu'un comme Mandela. Et des mots, bien sûr, ça c'était un grand terroriste lui aussi, hein, donc il en a confirmé et puis il l'étale. Donc ces mots-là, ils peuvent rester creux si on les utilise dans un but politique pour salir quelqu'un. Alors moi, ce que j'ai, dans tout mon parcours, je crois que j'ai péché par plusieurs fois. En 92, quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit non à ce coup d'État. Ça n'a pas plu aux Algériens. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que, vu la répression, vu les violations des droits de l'homme à l'époque, que des gens se sentent obligés de s'opposer par les armes à un pouvoir qui a fait un coup d'État, j'ai dit oui, ça peut être légitime. Et là, tout le monde disait, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ben, c'est ce que dit le ministère des Affaires étrangères de la Hollande il y a quelques jours sur la Syrie. Hein, c'est ce qu'a fait Sarkozy en Libye. C'est-à-dire que il ne faut pas dire avoir peur d'affirmer ces choses-là dans le sens où on les cadre, où on dit vraiment pourquoi, etc. Mais toujours est-il que ma conviction profonde que ces dictatures, et on le dit depuis de très nombreuses années, ne s'en iront que par une action authentiquement non violente qui mobilise la société civile. Et quand on le disait il y a 2-3 ans, tout le monde rigolait. Enfin, même au niveau des peuples, ils disaient jamais on enlèvera Moubarak avec une grève, avec un rassemblement. Et puis c'est venu. Et donc ce cheminement, je pense que ceux qui m'accusaient avec ces pétitions-là, moi je vais les contacter par écrit. Je dis écoutez, moi je n'ai rien contre vous comme personne. Je suis prêt à parler avec vous. Maintenant, si vous voulez parler d'un état de droit dans notre pays, qu'on ait une justice qui soit respectable, que les droits de l'homme soient respectés, ben moi je suis partant avec vous. Si vous voulez défendre des dictateurs, ben je ne peux pas être avec vous. Alors que vous soyez islamiste, laïque ou ce que vous voulez, ce n'est plus l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est dans ces pays arabes, c'est qu'on ait un processus qui mène à un état de droit et que le suffrage universel soit respecté quel qu'il soit. C'est ça l'enjeu. Tout le reste, on pourra toujours polémiquer dessus et ça ne fera pas avancer les choses malheureusement. Ok, donc j'ai le temps de prendre encore une ou deux questions. Est-ce qu'il y a... Oui, s'il vous plaît. Donc Antoine Grosjean de la Tribune de Genève, je ne m'étais pas présenté tout à l'heure. Le mandat international contre vous, est-ce qu'il est toujours en vigueur? Et puis est-ce que du coup vous allez éviter de sortir de Suisse par peur d'avoir des mésaventures pareilles dans d'autres pays? Voilà. Le mandat d'arrêt, tout d'abord, vu ce système en Algérie, peut être renouvelé. On peut créer notre histoire dans quelques jours. Donc ce pouvoir-là, ça m'étonnerait qu'il le fasse parce que franchement, je peux parler de gifles qu'ils ont reçues à Paris. Moi, ça me soulage. Ça me soulage aussi sur un autre plan parce que vous savez que ma situation ici en Suisse, ça mettait un petit peu une pression sur les autorités suisses. Vous avez tous entendu parler de ces amalgames, des gens qu'on ne pourrait pas renvoyer en Algérie tant qu'on ne remettait pas dans le même avion Mouradina parce que c'est sans papier, les dealers genevois et je ne sais quoi.
excusez-moi du terme, c'est un régime de voyous en Algérie. Hein. Donc en anglais, on utilise le terme de rogue state. Si quelqu'un veut voir ce que ça veut dire dans la pratique, il faut aller à Alger. Donc ça, on le voit. Et je le dis tout en ayant l'amour et la passion pour mon pays. Mais par contre, pour un régime, je crois qu'il ne faut pas être complaisant. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, moi, je pense que même pour les autorités suisses, je pense que, bon, je le lance comme ça, si on parle de Mourad Dina, il faut qu'il fasse faire suivre à la Cour de Paris. C'est eux qui vont répondre. Hein. Donc, c'est plus aux autorités suisses de dire que Mourad Dina est bon ou mauvais. Moi, je cherchais une décision de justice. Et peut-être, je vais faire même un aveu sur votre première question. Non seulement je ne craignais pas ce qui s'est passé à Paris, mais quelque part au fond de moi, je le cherchais. Voilà. Parce qu'il fallait crever l'abcès quelque part, et puis bon. Par contre, voyager, aller faire ce qu'il faut, ben, j'irai, sauf si on me met à la porte ou on ne me laisse pas rentrer pour raison X ou Y. Mais moi, mon combat, je crois que je le mènerai, quoi qu'il en soit. Est-ce que les autorités algériennes ont essayé de vous contacter, que ce soit avant ou après? Alors en Algérie, il n'y a pas d'autorité. Voilà, c'est ça le grand problème. Il y a des clans, il y a des pouvoirs, il y a des... C'est ça. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui essaie de vous contacter, qui essaie... Eux, ce qu'ils cherchent, c'est trouver toujours comment neutraliser un opposant par le carotte ou le bâton. Donc alors... La carotte, ils ont l'argent du pétrole, ça, oui, j'ai eu des choses, des propositions. Mais bon, je n'ai jamais été un affamé, je crois que même dans les moments les plus difficiles de ma vie, je ne demande rien. Donc c'est une mauvaise intention algérienne, mais à mon encontre, je pense qu'ils vont continuer à agir comme ça. Mais le plus grave dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas un pouvoir, il y a des pouvoirs, et aussi il n'y a aucune perspective, aucune vision pour l'avenir de ce pays, pour un pouvoir en fin de règne. Voilà, il y a Bouteflika qui ne sait plus quoi faire, les généraux, eux aussi, ne savent pas très bien quoi faire, et puis ça va mal pour eux. Voilà, donc, Oui, pardon, donc je vais prendre juste une dernière question du courrier. Allez. Oui, en fait, c'était juste en Suisse. Vous êtes en Suisse depuis 20 ans. Et vous parliez tout à l'heure justement des polémiques par rapport aux demandeurs d'asile, etc. Et vous avez eu quoi comme statut en Suisse? Et vous avez quoi comme statut en Suisse? Alors, qu'est-ce que je suis en Suisse depuis quand? Alors, depuis assez longtemps, c'est plus depuis 87. Donc, je suis venu de Boston, Francfort, Zurich. Voilà, mon itinéraire tout clair. Donc, et j'ai vécu 4 ans à Zurich, à l'EPFZ, et puis après, pour raison professionnelle, je suis venu à Genève, où j'ai travaillé au CERN. J'ai habité 3 ans côté français pour convenance de logement, et je suis retourné résider donc officiellement en Suisse début 94. Donc ça fait pas mal d'années. Mon statut, il a évolué. J'ai eu un permis à l'époque à Zurich, et puis après j'ai eu une attestation du département fédéral comme collaborateur au CERN. Et puis après, il y a eu la fameuse affaire qui est passée devant le tribunal fédéral à Lausanne, où il y a eu condamnation d'un officier de police genevois. Et surtout d'un agent algérien à l'époque qui avait dit devant le tribunal fédéral qu'il était payé 8 000 francs pour travailler ici en Suisse pour le compte des services. Ça, c'est un arrêt du tribunal fédéral, hein, donc, qui est disponible donc, officiellement. Et puis donc depuis ce moment-là, moi je vis avec ma demande d'asile a été refusée parce que bon, j'ai présenté une demande d'asile. Je crois que les autorités suisses ont été soumises à forte pression. Alors, et c'est des degrés divers. Vous savez, quand on parle d'autorité, c'est plusieurs services avec qui vous faites. Vous êtes confrontés. Il y a le service de l'asile qui reçoit une partie de votre dossier, qui pour certains, bon, vous êtes le méchant suspect, et puis c'était comme ça pendant beaucoup d'années. Et puis, il y a surtout cette pression des autorités algériennes qui bombardaient les autorités suisses leur disant attention, vous avez une personne inacceptable chez vous. Et puis bon, donc je crois que les autorités suisses
ont essayé de garder, enfin, ne pas enfreindre le droit, parce qu'il y a quand même des questions de droit. Il y a eu des périodes assez tendues, des fois, parce que, bon, entre autres, je suis toujours, par exemple, soumis à une décision ordonnance du Conseil fédéral de 2002 qui m'interdit de faire de l'apologie de la violence. Ben, j'ai applaudi, il n'y a pas de problème. Et c'est venu dans des circonstances à l'époque où j'étais encore avec le fils et qu'il y avait une forte pression sur l'autorité suisse qu'elle me laisse pas agir en ce sens. Alors, entre-temps, bon, les choses ont évolué. J'ai quitté le fils en 2004. Mais l'ordonnance est toujours en vigueur. Donc, et puis bon, moi, si vous voulez, personnellement, il y a des choses un petit peu personnelles. Moi, je crois qu'il m'a le plus peut-être gêné à l'époque, c'était que c'est ma famille qui a souffert pendant de nombreuses années. Et bon, enfin, il y a eu des moments, je dirais, assez durs dans l'attitude de certaines autorités suisses. Par exemple, que quand mon épouse et surtout mes enfants ont demandé à être naturalisés, certains n'ont connu que la Suisse, hein, et puis vraiment ils ne pouvaient même pas voyager hors de Suisse. Donc c'était des... Et qu'on leur répond que malheureusement on ne peut pas vous accorder ceci parce que ça irriterait les autorités algériennes. Ouais, sur un plan du droit, c'était difficilement défendable. Bon, les choses ont évolué depuis. Donc, mes enfants, etc., vivent normalement comme tout le monde. En ce qui me concerne, j'ai toujours mon statut d'admis provisoirement. Je ne m'en plains pas, parce que dans toute ma vie, je me suis juré de ne jamais demander quelque chose qui ne m'était pas accordé de la façon la plus normale. En tout cas, je n'irai jamais demander quoi que ce soit, ou quémander surtout quoi que ce soit. Je laisse les politiques, les gens se discuter entre eux, enfin, que va faire la Suisse avec les Algériens, les autorités, ça c'est à eux, ils ont les outils, ils ont les institutions pour le faire. En ce qui me concerne, je suis comme je suis, enfin, je me suis toujours astreint à respecter l'ordre juridique et puis même plus, hein, donc je vis en totale harmonie avec les gens avec lesquels je vis depuis que je suis ici. Hein, donc j'ai jamais eu de problème avec mon voisin ou qui que ce soit dans ce pays. C'est le plus important pour moi. Bon, vous savez, ces choses-là évoluent avec le temps. Hein, donc moi, j'en fais pas. C'est pas ça mon problème. Donc. Ok, merci, voilà. Donc voilà. Je pense que maintenant on va passer à côté. Je sais qu'il y a un peu à boire et à manger, donc on aura l'occasion de vous parler d'une manière un peu moins formelle. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. Et bienvenue à Mourad, hein, ça fait plaisir de le revoir avec nous. Voilà, merci.